Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la capsule vidéo va être au sujet de l'alimentation saine ou de la nutrition. C'est certain, au niveau de la nutrition, les choses dont on va parler aujourd'hui, c'est on va se concentrer surtout au niveau de l'hydratation, donc l'eau qu'on va boire. On va parler des boissons sportives, des boissons énergisantes. On parle aussi de la quantité des portions selon les recommandations du guide alimentaire. Puis l'impact que ça peut avoir sur les performances scolaires. Puis aussi, il existe quelques ressources au sujet de la nutrition, on va en parler par la suite. Fait que, premièrement, lorsqu'on veut avoir, ou lorsqu'on a une nutrition saine, dans le fond, ça nous aide à améliorer certaines choses. Premièrement, puis ça, c'est pas basé sur moi, c'est basé sur les recherches. Les recherches démontrent que si on mange bien, dans le fond, on peut prendre les meilleures décisions. Les décisions se font rapidement en comparaison si je mange mal. Là, souvent, on est plus lent, on est plus indécisif, on a de la difficulté à prendre des décisions, tandis que quand on mange bien, on peut faire des décisions beaucoup plus facilement. Puis l'autre chose, automatiquement, si je mange bien, j'ai une meilleure endurance, j'ai un meilleur cardio. Fait que juste à bien manger, je vais être capable de, par exemple, courir plus longtemps que si j'ai mal mangé. Même chose au niveau du temps de réaction. Si je mange bien, mon temps de réaction va être beaucoup plus rapide pour différentes choses. Puis la même chose avec la concentration. C'est prouvé aussi que si je mange bien, au niveau de ma concentration, ça va être élevé. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va nous aider à être capable d'apprendre beaucoup mieux. Mais le contraire est aussi vrai. Donc si je mange mal, je vais avoir la difficulté à prendre des décisions, mon cardio va être moins bon, mon temps de réaction va être plus lent. Puis, la même chose avec la concentration, j'aurai moins une bonne attention. Fait que là, l'eau. La question est combien on devrait en boire? Puis, moi, ma réponse, c'est ça dépend. Ça dépend des activités que tu fais dans ta journée, ça dépend de ta taille, de ton poids. Mais d'ordre général, vous me voyez souvent en classe avec une bouteille d'eau. Ma bouteille d'eau, c'est 1 litre. Moi, juste sans bouger, juste à enseigner ma journée, je peux facilement en boire 3 litres dans ma journée. Mais là, c'est certain, si je fais de l'activité physique dans la journée, par exemple, le matin, je fais mes sessions de yoga ou je m'entraîne, ben, je vais en boire un autre là. Puis souvent, en soirée, je vais en boire un autre. Fait que je peux facilement dans ma journée n'en boire de 4 à 5 bouteilles de 1 litre, donc 5 litres d'eau par jour. C'est certain qu'il y a des gens qui, au début, vont penser, ben, si j'en bois autant, ben, je vais aller tout le temps aux toilettes. Mais dans le fond, je ne prends pas des grosses gorgées tout le temps. J'en bois tout simplement régulièrement au courant de ma journée pour que je puisse avoir l'eau que j'ai besoin, dans le fond, pour que mon corps fonctionne bien. Puis c'est certain, si tu ne fais pas beaucoup d'activité physique, ben, tu vas en avoir besoin de moins. Si tu en fais beaucoup, puis tu sues beaucoup, par exemple, ben là, c'est sûr que ça en prend plus. Puis la question de... à un moment donné, il y avait des gens ou des fois des annonces publicitaires qui disaient que tu avais besoin de 8 verres d'eau par jour. 8 verres d'eau, ça dépend de la grosseur de ton verre. Tu parles des petits verres, tu parles des grands verres, moyens, ainsi de suite. Fait que, dans le fond, c'est pas une bonne manière à décider combien d'eau tu bois. Fait que la meilleure manière, c'est d'avoir une bouteille d'eau qui est graduée. Dans le fond, tu peux voir les mesures, puis à ce moment-là, ben, tu peux avoir une idée de combien d'eau que tu bois. Puis, dans le fond, lorsqu'on parle d'eau, c'est quoi l'indicateur pour dire que tu n'as pas assez? C'est toujours l'urine. Donc, si l'urine est jaune, une petite affaire de jaune, tu es automatiquement un petit peu déshydraté. Si c'est beaucoup jaune, très concentré, puis ça a même une odeur, là, tu es beaucoup déshydraté. Puis, à quel moment de la journée qu'on devrait vérifier? Dans le fond, c'est le matin en te levant. Parce qu'on va uriner le matin. S'il y a un peu de jaune, ça veut dire que la veille, on n'a pas bu assez d'eau. C'est là où tu te donnes cet objectif-là pour que le matin, quand tu te lèves, dans le fond, que ton urine devrait être claire. Puis c'est ça, dans le fond, qu'on devrait avoir tout au long de notre journée aussi. Fait que lorsqu'on est déjà un peu jaune, c'est déjà trop, ben pas trop tard, mais dans le fond, il faut en boire. Okay? Et puis, la déshydratation a un effet sur notre corps à plusieurs endroits. Premièrement, ça affecte notre perception d'effort. Par exemple, si je vais faire un exercice, si j'ai assez d'eau versus si je n'en ai pas assez,
il va y avoir une différence de la manière que je me sens, la manière que, dans le fond, l'effort que je mets dedans, ça va paraître plus difficile pour moi si j'ai pas assez d'eau, en comparaison avec si j'en ai assez d'eau. Si j'ai assez d'eau, dans le fond, ça va paraître plus facile, mon entraînement ou peu importe. L'autre affaire que ça influence, c'est ton humeur. Quelqu'un qui n'a pas assez d'eau va souvent être de mauvaise humeur ou moins de bonne humeur qu'il devrait l'être d'habitude s'il y a assez d'eau. Puis, ça va aussi avoir un impact sur notre prise de décision. Et dans le fond, si tu penses à ça, au niveau de ton cerveau, il y a un liquide à l'intérieur du crâne que ton cerveau, il flotte dedans. Mais s'il n'y a pas assez d'eau, ben, à ce moment-là, les neurones, les différentes connexions ne vont pas être capables d'envoyer le message aussi vite s'il n'y a pas assez d'eau. Fait que ça a un impact sur la vitesse que ton cerveau est capable de prendre des décisions ou juste amener un message d'une place à l'autre, d'une neurone à l'autre. Puis dans le fond, si tu as soif, ça veut dire que tu es déshydraté. Donc, on devrait, dans le fond, l'objectif, là, c'est de ne pas avoir soif, c'est de boire régulièrement un peu pour ne pas avoir soif, prévenir la soif. Fait, pour parler des boissons sportives, premièrement, moi, je parle pas de Red Bull et ces choses-là. Je parle Gatorade, Powerade, puis il y a plein d'autres compagnies qui existent qui offrent des produits semblables, mais dans le fond, ils fonctionnent tous de la même manière. Premièrement, il y a de l'eau, il y a du sucre, puis en plus de ça, il ajoute des électrolytes. Les électrolytes, c'est des ions avec une charge, dans le fond, certains minéraux comme par exemple le sodium, le magnésium, le calcium et le potassium, par exemple, sont des ions qui sont nécessaires dans la contraction des muscles. S'il nous manque de ces ions-là, dans le fond, c'est que les contractions ont de la difficulté à se faire ou qui se font tout simplement pas. Puis des fois, on peut même pogner des crampes musculaires quand il nous manque certains de ces électrolytes-là. Fait que dans le fond, ça a été développé, la Gatorade, je parle d'un exemple, c'est le premier de toutes les différentes boissons sportives. Ça a été développé à l'Université de la Floride, où ce que les Florida Gators, les équipes sportives de cette université-là, puis dans le fond, c'est là que ça a développé le nom, la Gatorade. C'était pour aider les équipes sportives de ce campus-là. Ça a été développé, l'argent même, les profits de cette compagnie-là va encore à cette université-là. Mais eux autres, ils voyaient dans un climat qui est chaud, les athlètes, par exemple au football, qui pratiquaient dans ces grosses chaleurs-là, à un moment donné, ils pognaient des crampes musculaires, ils venaient tous déshydratés. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Fait qu'eux ont développé le Gatorade pour un peu essayer de trouver une solution à ce problème-là. Mais nous, aujourd'hui, souvent, les gens, par exemple, achètent du Gatorade, font même pas plus d'exercice, puis ils boivent ça, ils sont assis sur leur sofa, ils boivent du Gatorade, puis... Mais dans le fond, le seul moment où on devrait consommer, c'est quand on fait plus d'1 heure et demie d'exercice sans arrêt. Dans le fond, si tu fais 30 minutes d'exercice, tu n'as pas besoin de Gatorade ou les autres. Tu peux tout simplement boire de l'eau, puis manger après, puis tu vas être bien correct, tu n'auras pas besoin de plus que ça. Lorsque tu n'en fais plus d'1 heure et demie, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au niveau de ton corps, tu as besoin de remplacer, pas juste l'eau, tu as besoin de remplacer tes électrolytes, puis ton sucre pour avoir de l'énergie pour continuer. Fait que dans le fond, si tu bois juste du Gatorade tout seul, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que c'est trop concentré, c'est trop sucré, qui fait que ça nous déshydrate. Donc, si tu achètes une bouteille comme celle-là, que tu ne dilues pas, dans le fond, ça va faire pire, ça va te déshydrater encore davantage. Puis souvent, c'est ça, on voit des annonces publicitaires, des athlètes qui ont la Gatorade, puis ils boivent ça, puis ça a l'air tout beau, puis ça fonctionne. Mais ce qu'on ne sait pas, là, je vais prendre l'exemple de Sidney Crosby. Sidney Crosby qui joue au hockey, par exemple, il y a des commanditaires de Gatorade. Puis on voit les annonces qui boivent du Gatorade. Mais sur le banc, là, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il va souvent avoir une bouteille d'eau avec de l'eau. Puis à côté, il va avoir sa Gatorade. Fait que dans le fond, il boit un peu de Gatorade, mais ensuite, il boit avec de l'eau. Fait que il ne va pas juste boire ça, il va boire aussi avec de l'eau. Ou des fois, qu'est-ce qu'ils font? C'est dans la bouteille d'eau, ils vont prendre de l'eau, puis ils mettent un petit peu de poudre de Gatorade qui ajoute à ça. Fait que dans le fond, c'est de l'eau avec un petit goût de sucré. C'est tout. Vraiment, tu n'as pas besoin de beaucoup plus que ça. Fait que dans le fond, la Gatorade tout seul, ça déshydrate. On doit la diluer pour que ça ait un effet bénéfique quand on fait plus d'1 heure et demie d'exercice.
Maintenant, pour les boissons énergisantes, ça, c'est un autre aspect qu'on voit dans les dernières années, puis même qu'il y a eu des lois qui ont été mises en place parce qu'il y a des dangers, évidemment. Par exemple, si je prends une tasse de café, on a une idée à peu près de ce qu'une tasse de café va faire comme impact. Tu sais, mon cœur va battre plus vite, puis je peux avoir différentes choses, puis entre autres, ça peut nous déshydrater davantage aussi, mais ça, c'est pour autre chose. Fait qu'on a disons, ce sentiment-là d'être plus éveillé en buvant du café. Maintenant, les boissons énergisantes, par exemple, dans un Red Bull, c'est pas une grosse canette si tant que ça, mais tu peux avoir 2 fois la quantité de caféine juste à l'intérieur d'une canette de Red Bull. Mais là, qu'est-ce qui arrive en plus de ça? Il y a d'autres ingrédients qui ajoutent dedans qu'on ne sait pas nécessairement si c'est bon pour nous ou pas. Fait que, je vais donner un exemple. Par exemple, la taurine. La taurine, c'est une substance qui est 2 fois la quantité de caféine. Donc, c'est 2 fois plus concentré que la caféine. Fait qu'ils mettent la caféine, puis ils mettent de la taurine, qui est déjà 2 fois plus forte que l'autre. Fait que là, dans un Red Bull, tu peux avoir facilement de 3, 4 ou même 5 fois la quantité de caféine que tu aurais dans une tasse de café. Fait que c'est très concentré. Puis, dans le fond, on sait que la caféine est très addictante. Imaginez quelqu'un qui doit avoir son café le matin, puis qui est là un matin, il ne l'a pas. Ben, de mauvaise humeur, il va peut-être même avoir des tremblements, il ne va pas se sentir bien. Mais c'est le même principe. Quelqu'un qui va boire des boissons énergisantes va facilement, s'il continue à en boire, devenir accro, il va devenir dépendant de ça. Puis, s'enlever de cette addiction-là, ça va être difficile parce qu'ils ne vont pas se sentir bien. Maintenant, en plus de ça, tu as d'autres substances, par exemple le ginseng, le ginkgo, le biloba. C'est des substances qu'il n'y a pas de recherche qui disent que c'est bon pour la santé. Puis il n'y a pas non plus qui dit que c'est pas bon. Sauf que, je vais prendre un exemple d'un produit qui était utilisé dans des maisons, dans des édifices, l'asbestos ou l'amiante. L'amiante, c'était une substance qu'ils utilisaient pour isoler à l'intérieur des murs, des vieux édifices navets. Puis au début, ça fonctionnait bien. C'était pas tellement cher, ça s'utilisait très facilement, puis ça isolait bien les édifices. Mais là, le problème, c'est qu'avec le temps, dans les recherches, ils ont découvert que ça produisait énormément de cancer de poumons, puis plein de problèmes au niveau respiratoire. Que là, tout d'un coup, c'est illégal. Tu ne peux pas mettre ça dans un mur d'un édifice. C'est illégal, c'est très toxique. Mais au début, vous voyez ça comme positif. Ah, ça ne fait pas de dommages, mais là, plus tard, plein de problèmes de santé chez les gens qui ont été exposés à ça. Fait que je me dis, ces substances-là, est-ce qu'on veut vraiment prendre une chance que ça peut avoir des impacts négatifs à notre vie, à notre santé à long terme? Peut-être que ça ne l'aura pas, mais peut-être que oui aussi. Moi, personnellement, je ne prendrais pas ce risque-là sans connaître les impacts que ça peut avoir sur ma santé. Puis là, ben, c'est certain, si on boit une quantité excessive de caféine, ça peut causer différentes choses. J'ai parlé de la déshydratation déjà, mais ça peut nous donner certains problèmes au niveau de nervosité, l'anxiété. Fait que des personnes qui sont anxieuses, boire du café, c'est pas une bonne idée. C'est recommandé de ne pas en boire, quelqu'un qui est vraiment anxieux. Fait qu'imaginez quelqu'un qui est anxieux qui en prend. Ouf, ça peut vraiment les déstabiliser, ça peut faire même un débalancement au niveau des hormones. En plus de ça, il peut développer des problèmes de sommeil, donc l'insomnie, donc la difficulté à soit tomber endormi ou soit rester endormi pendant la nuit. Ils peuvent rester réveillés pour plusieurs heures, puis ils ont de la difficulté à tomber endormi. Puis l'autre affaire peut devenir agité. Fait c'est quand même, faut faire attention avec ces boissons-là, ça peut être très dangereux, parce qu'il y a des gens qui sont déjà décédés de crises de cœur. Ils ne savaient pas qu'il y avait des problèmes au niveau du cœur, puis tout d'un coup, en consommant ça, le cœur bat juste trop vite, puis à un moment donné, il y a des problèmes qui peuvent arriver. Maintenant, pour parler des portions, souvent, dans le guide alimentaire, ça dit, OK, viande et substituts, par exemple, ça prend un tel nombre de portions par jour. Si c'est une fille, c'est 2, si c'est un garçon, c'est 3 à votre âge. Mais, dans le fond, c'est comme difficile à voir qu'est-ce qui est une portion. Dépendamment de l'aliment, ça peut être une telle grosseur, puis d'un autre aliment, c'est une autre grosseur. Fait que c'est difficile à vraiment saisir pour les grosseurs. Mais dans le fond, l'idée là, c'est prendre une assiette, puis divise-la en 2. Une moitié devrait être des légumes ou des fruits.
ensuite, l'autre moitié, tu la divises de nouveau en deux, donc 2 quarts. Il y aurait une partie, un quart, qui serait tes viandes et substituts. Donc, que ce soit de la viande ou différentes légumineuses, comme par exemple des pois chiches ou des haricots ou différentes choses. Puis de l'autre partie, tu aurais tes pâtes alimentaires ou tes produits céréaliers. Mais là, vous voyez, là, il manque un aspect ou une catégorie d'aliments. C'est les laits substituts. Dans le fond, le lait substitut, tu vas le prendre soit sous forme de fromage ou un verre de lait à côté ou quelque chose de ce genre-là. Mais là, ensuite, on ajouterait un fruit comme dessert avec ça. Puis dans le fond, ça serait considéré un repas qui serait bien équilibré. Puis dans le fond, chaque repas devrait être équilibré. Mais là, comment on fait pour dire quelle grosseur d'assiette qu'on devrait avoir, combien qu'on devrait manger? Dans le fond, l'idée, c'est de manger à ta faim. Fait que tu prends selon ta faim, puis tu divises juste ton assiette selon un peu la manière de le diviser comme ça. Puis ça devrait être à peu près les proportions de chaque aliment pour que ce soit, dans le fond, bien équilibré. Puis quand c'est bien équilibré, qu'est-ce que ça nous permet? C'est d'avoir une bonne source d'énergie pour notre cerveau, pour notre corps, pour fonctionner, meilleure attention, puis même chose, on peut mieux se concentrer tout au long de notre journée. Puis dans le fond, c'est recommandé aussi de manger des bonnes collations au courant de la journée. Puis les collations, souvent, qu'est-ce qui est recommandé? C'est d'avoir quelque chose qui nous donne de l'énergie, dans le fond, comme du glucose, que ce soit quelque chose des produits céréaliers ou, par exemple, un fruit. Ben, en plus, tu ajoutes quelque chose avec des protéines, par exemple, du fromage avec des protéines, de l'humus qui est fait à partir de pois chiches, puis par exemple du yogourt, puis il peut y avoir plein de différentes choses. Dans le fond, après, avec un peu de protéines, ça va aider à avoir moins faim pendant les temps entre les repas principaux. Fait, dans le fond, puis l'autre question, c'est de ne pas trop avoir d'aliments gras. Les aliments gras, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on mange de quoi vraiment gras, souvent on vient fatigué. L'idée derrière tout ça, c'est que quand on mange quelque chose de gras, c'est très difficile, puis ça prend du temps à digérer. Fait quand on mange quelque chose de gras, notre corps, là, tout d'un coup, il dit, OK, là, j'ai un gros repas gras qu'il faut que j'essaye de débarrasser parce que c'est pas nécessairement bon pour moi. Fait que là, il va prendre, puis il va ralentir beaucoup d'autres organes de notre corps, puis mettre tout son effort pour digérer. Là, imaginez que si ton cerveau, tout d'un coup, c'est un de tes organes, qu'il y a moins d'oxygène qui se rend là, moins d'énergie qui se rend là, parce que faut que ça aille à ton estomac pour aider la digestion. Et tout d'un coup, on vient fatigué, on a moins d'énergie, on a moins d'attention, on est moins concentré. Et dans le fond, c'est parce que si on a mangé quoi de gras, on a des difficultés à avoir de l'énergie partout ailleurs parce que toute notre énergie va pour la digestion. Fait, dans le fond, c'est pour ça qu'on dit de réduire la quantité d'aliments gras de notre alimentation. Mais dans le fond, l'idée là, il ne faut pas se priver de nourriture. Il y a des diètes en masse qui existent. Les diètes, là, c'est prouvé que ça ne fonctionne pas parce que là, la personne va peut-être perdre du poids au début. Mais à un moment donné, en se privant des choses qu'on aime, à un moment donné, on succombe aux tentations, puis on va manger des choses qu'on aime, puis là, ben, on reprend bien souvent ce poids-là, puis même, la plupart du temps, on va même en prendre plus. Fait que les diètes, ça ne fonctionne pas. L'idée, c'est de manger équilibré, de manger à notre faim, pas plus, pas moins, tu ne veux pas avoir faim. Puis de là, ben, c'est contrôler la grosseur et la quantité de nos portions. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut jamais que tu manges un dessert de ta vie. Non, pas du tout. Moi, j'en mange à l'occasion, mais quand j'en mange, j'en prends un plus petit morceau. Puis j'essaie de goûter quelques-uns. Au lieu de prendre des gros morceaux de chaque, j'essaie d'en prendre des plus petits. Fait que j'y goûte quand même. Puis là, ben, de temps en temps, je vais manger des choses qui sont moins bonnes, mais c'est pas souvent. J'essaie de manger le plus souvent possible, de façon équilibrée, d'avoir des bonnes choses, puis de même, je me sens bien. Puis, dans le fond, c'est ça, avec l'assiette, on essaie d'avoir le plus équilibré possible parce que c'est comme ça que notre corps va fonctionner de façon la plus efficace. Fait qu'on j'ai expliqué un peu pour l'assiette, ça, on le verra en classe. Là, des grosseurs de portions, c'est des exemples. L'exemple de la grosseur d'un point moyen d'une femme, c'est à peu près la grosseur d'une tasse. Souvent, il y a certains aliments qu'une tasse est considérée comme une portion, mais ça dépend encore. La grosseur d'une baseball
et à peu près la grosseur d'une portion d'un fruit, par exemple. C'est juste quelques exemples. Si vous voulez voir davantage, vous pouvez aller constituer sur Click la même présentation juste pour voir les autres exemples. Puis là, une question que souvent dans l'histoire, à un moment donné, j'avais une discussion avec mon grand-père, puis il disait comme avant, les aliments que tu achetais dans le restaurant étaient de beaucoup plus petite taille. Puis j'ai commencé à faire un peu de recherche pour voir, c'est-tu vrai? C'est-tu juste quelque chose qu'il disait? Puis en réalité, là, il y a beaucoup de choses. Si je prends un exemple d'un bagel, les bagels qu'on avait longtemps passé étaient beaucoup plus petits. Ils étaient une grosseur de 3 pouces de diamètre. Aujourd'hui, ils sont 6 pouces de diamètre. Mais si tu regardes la quantité de calories qu'on a là-dedans, puis la quantité de calories qu'on a là-dedans, on en a beaucoup plus. Là. On parle de 140 à 350. Et ça fait une énorme différence. Des burgers, c'est un peu la même chose. Dans certains restaurants, on avait des plus petits avant. Ici, 333 calories. Ici, 590. Fait une énorme différence. La même chose avec les frites. Même chose avec la liqueur. Puis plein d'autres choses. Fait c'est sûr qu'au niveau de l'alimentation, il y a plusieurs ressources qui existent. C'est sûr qu'au Canada, nous avons le guide alimentaire canadien, qui est une ressource parmi plusieurs. C'est certain qu'il y a beaucoup de bonnes choses là-dedans. C'est certain que vous l'avez utilisé déjà dans d'autres cours, puis peut-être vous pensez, ah ben, on le connaît bien, on le connaît déjà, ou ces choses-là, mais encore, c'est utilisé par des diététistes. Puis d'ailleurs, les diététistes, c'est probablement la personne ressource qui pourrait vraiment aider. Puis au niveau de l'alimentation, souvent les gens pensent, ben, des fois je ne sais pas comment, je veux mieux manger, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Enfin, les diététistes, c'est ça leur travail. C'est vous aider à regarder qu'est-ce que vous mangez présentement pour voir, OK, ben, quelles seraient les choses qu'on pourrait ajuster. Puis même avec nos assurances médicales, on peut se faire référer par notre médecin, puis aller voir des diététistes à l'hôpital, puis c'est gratuit avec nos assurances médicales. Il y a ces ressources-là qui sont disponibles pour vous, ou vos parents, ou peu importe les gens de la communauté. Donc, c'est tout pour cette capsule par rapport à la nutrition. Je vous souhaite une excellente journée.